Un projet d'attentat à la bombe radioactive déjoué aux États-Unis, c'est ce qu'affirme le gouvernement américain. Un homme lié à Al-Qaïda a été arrêté à Chicago alors qu'il revenait du Pakistan. Encore la modestie, toujours la modestie, c'est le credo de Jean-Pierre Raffarin en campagne à La Rochelle au lendemain du scrutin législatif. François Hollande, lui, en appelle aux abstentionnistes. Nous reviendrons sur la vague bleue, sur le recul de la gauche et du Front National, point par point. Le procès de la corruption à la SNCF, 11 cadres de la compagnie sont soupçonnés d'avoir reçu des millions d'euros de pots de vin pour les marchés du TGV Nord ou de la dalle Montparnasse. L'audience s'est ouverte aujourd'hui. La guerre commerciale aurait-elle commencé? L'Union européenne réplique aux surtaxes américaines sur l'acier en augmentant les droits de douane sur les vêtements ou les jus de fruits. Il reste un mois pour se mettre d'accord. Le mondial, bien sûr, gagné par 2 buts d'écart ou rentré à la maison. À quelques heures d'un France-Danemark décisif, Zidane semble bien parti pour jouer. Aujourd'hui, le Portugal a écrasé la Pologne 4-0. Match nul entre la Corée du Sud et les États-Unis et entre la Belgique et la Tunisie. Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'Amérique a-t-elle échappé à un nouvel attentat terroriste? C'est la conviction du ministre de la Justice, John Ashcroft. En visite à Moscou, il a révélé, il y a quelques heures, qu'un proche d'Al-Qaïda avait été arrêté à Chicago le mois dernier. L'homme envisageait apparemment de construire et de faire exploser ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire un explosif conventionnel enveloppé de matériaux radioactifs. Étienne Lénart à Washington. C'est donc ici, le 8 mai dernier, que le FBI a interpellé José Padilla, alias Abdullah Al-Mujahir, un ressortissant américain qui rentrait du Pakistan pour préparer, semble-t-il, un attentat dans la région de Washington à l'aide d'une bombe radioactive. Selon les autorités, l'homme venait en mission de reconnaissance après avoir eu des contacts répétés avec de hauts responsables du mouvement Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Les chefs d'Al-Qaïda savaient qu'en tant que citoyen des États-Unis muni d'un passeport américain, Al-Mujahir serait capable de voyager librement dans le pays, sans attirer l'attention. Son arrestation aurait été rendue possible grâce aux révélations de cet homme, Abu Zubaydah, numéro 3 d'Al-Qaïda, arrêté au mois de mars au Pakistan et transféré depuis sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. L'information, qui, soit dit en passant, tombe à pic pour le FBI et la CIA en pleine polémique sur leur incompétence, a de quoi faire frémir. Les attaques de ce type, régulièrement simulées pour des exercices d'entraînement, sont la hantise des autorités américaines. Une bombe dispersant dans l'air des substances radioactives pourrait certes provoquer des victimes, même si elle est artisanale et de faible puissance, mais elle pourrait surtout entraîner, selon les experts, une véritable panique dans la population, avec des répercussions très importantes sur l'économie du pays. Et Étienne Lénart, ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est que cet homme est de nationalité américaine. On pense donc que le danger pourrait venir de l'intérieur en quelque sorte. Oui, vous savez, David, que depuis le 11 septembre, les États-Unis ont multiplié les initiatives pour tenter de contrôler, dans cet immense pays de 280 millions d'habitants, tenter de contrôler les entrées et les sorties, notamment des étudiants étrangers par exemple, ou encore des personnes en provenance du Proche et du Moyen-Orient. Alors le problème en l'occurrence, c'est que ce José Padilla, qui se fait donc appeler Al-Mujahir, n'a pas du tout le profil du terroriste idéal. C'est un petit truand qui a fait de la prison au début des années 90, qui s'est converti à l'islam en prison et qui est ensuite parti s'entraîner en Afghanistan et au Pakistan. Alors les autorités américaines essaient de savoir s'il disposait de complicité ici sur le territoire américain. Et puis il faut noter qu'il a été qualifié de combattant ennemi, ce qui veut dire qu'il est entre les mains de l'armée américaine et non pas entre les mains de la justice américaine. Et la première conséquence de cette qualification, eh bien, c'est qu'il a été privé de la plupart de ses droits civiques, qu'il n'a pas droit à un avocat par exemple, et qu'il sera probablement jugé par un tribunal militaire. Merci Étienne pour ces précisions. On revient maintenant sur les résultats du premier tour des législatives en France. On va les examiner point par point. Premier enseignement, rappelons-le, on ne s'est pas bousculé pour voter. 35,58% de taux d'abstention, très exactement du jamais vu depuis 1958. 15 millions de personnes sont restées chez elles. Dans le détail, on s'aperçoit que ce sont les jeunes et les ouvriers qui ont le moins voté. Deuxième enseignement, la poussée de la droite. Voici les résultats quasi définitifs donnés à 16h30 par le ministère de l'Intérieur. 43,67% des voix pour la droite donc, 37,21% pour la gauche, 12,45% pour l'extrême droite.
2,74 pour l'extrême gauche. Et rappelons la simulation en siège que nous donnions dès hier. Si bien sûr le vote est le même dimanche prochain, la droite obtiendrait la majorité absolue avec au minimum 392 sièges. La gauche en aurait 191 au maximum, l'extrême droite entre 0 et 2. Un succès donc pour Jacques Chirac, un succès pour Jean-Pierre Raffarin aussi, le Premier ministre qui n'a pas perdu de temps et qui est reparti dès ce matin en campagne. Comment transformer l'essai au second tour? Modestie, modestie et encore modestie, dit-il. Reportage François Privat, Alain Darigrand. Jean-Pierre Raffarin, porté par la vague bleue, près de La Rochelle, dans sa région de Poitou-Charentes. Les circonscriptions, elles exigent une présence sur le territoire. Donc vous privilégiez le terrain, circonscription par circonscription. De salle polyvalente en salle polyvalente, pas de répit pour le Premier ministre qui entame cette ultime semaine de campagne par la Charente-Maritime, où 2 circonscriptions peuvent basculer en faveur de l'UMP. Ici, Catherine Normandin sera opposée au socialiste Maxime Bonneau, le maire de La Rochelle. Je souhaite la même loyauté entre le président et le gouvernement qu'entre le gouvernement et le Parlement. C'est pour ça que j'ai besoin de Catherine à l'Assemblée nationale. C'est pour ça. À la sortie de la table ronde, petit retour à la réalité sociale avec des infirmières en colère. Expliquer, travailler, Jean-Pierre Raffarin veut afficher avant tout sa modestie après les résultats obtenus hier. On est bien conscient qu'on ne va pas faire une politique de santé. C'est une attitude qu'il faut développer. On est comme on est. Il faut rester ce qu'on est. Vous savez ce que les gens me disent? Ils disent bon courage et restez vous-même. Donc il faut surtout que là-bas à Matignon, vous ne soyez pas dévoré par d'autres logiciels que le vôtre. Ce soir, encore 2 meetings pour le Premier ministre, prélude à une semaine complète de tournée électorale. Alors le détail à droite, parti par parti, constat principal, vous l'avez compris, l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, a réussi son pari. Si l'on ajoute les divers droites, elle recueille 37,26% des voix, ce qui donnerait dimanche prochain, toujours avec les mêmes réserves, entre 370 et 400 sièges. Signe de ce succès, la réélection dès le premier tour de 6 ministres UMP plus 1 UDF. Les autres sont en général très bien placés. Véronique Saint-Olive, Laurence Ostolazza, Alain Location. Porté par la vague bleue, symbole de la victoire de l'UMP, Jean-François Copé, le nouveau porte-parole du gouvernement, joue la revanche à Meaux. Battu en 97 par la socialiste, ses 44% du premier tour lui donnent toutes les chances pour dimanche prochain. Il révèle sa recette, une campagne basée sur la lutte contre l'insécurité. Il y a beaucoup de problèmes de délinquance et je crois que de pouvoir démontrer qu'il y avait désormais une alternative à l'immobilisme socialiste, je crois que ça a été très utile et très porteur. Ça va Marie-Thérèse? Oui. La socialiste Nicole Bricq, députée sortante à Beaufort, elle a le moral en berne. Nous avons eu droit dans la circonscription coup sur coup à 2 descentes massives de CRS qui n'ont du reste purement médiatique puisque les caméras étaient toutes là en même temps, qui n'ont du reste rien donné quant aux résultats. Les résultats, ils sont du côté du gouvernement. Palme d'or pour Nicolas Sarkozy, réélu à Neuilly avec 68% des suffrages. François Fillon, ministre des Affaires sociales, l'emporte avec un confortable 55%. Il est talonné par Jean-François Mattei, le ministre de la Santé à Marseille. Gilles de Robien, lui, l'emporte d'un cheveu à Amiens. Tout comme Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture à Albertville. En dépit d'une abstention historique et d'une grande dispersion des voix, la victoire de l'UMP hier soir est nette et sans bavure. Dimanche prochain, elle devrait obtenir la majorité absolue. Jacques Chirac en rêvait, Jean-Pierre Raffarin l'a fait. Peut-être. Un mot aussi du duel très attendu entre frères ennemis, ou plutôt entre frères et sœurs ennemis de la droite à Paris, dans le 17e arrondissement. Françoise de Panafieux, qui n'avait pas l'investiture, devance finalement Bernard Ponce, député sortant. Ce dernier en a tiré les conséquences. On l'écoute. Pour moi, c'est terminé. Parce que les électrices et les électeurs se sont prononcés dès le premier tour. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous continuez jusqu'au 2e tour? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, le résultat est définitif ce soir. Vous allez faire quoi alors? Vous allez vous retirer en faveur de la... J'irai à la pêche à la truite. Et c'est une des curiosités de ce second tour. Après ce retrait, Françoise de Panafieux sera la seule candidate dimanche prochain. Il lui suffit d'une voix, une seule, pour être élue.
À droite toujours les chiffres de l'UDF, 4,79% des voix selon les dernières totalisations officielles, mais avec beaucoup moins de candidats que l'UMP, soit entre 22 et 27 sièges selon nos simulations. La gauche maintenant, largement devancée, on l'a vu, priorité affirmée au PS où se tenait un bureau national ce matin, mobilisé, je cite, le parti des abstentionnistes. Jeff Wittenberg, Joseph Bastik. Il en va des échecs électoraux comme de tous les désagréments. On finirait presque par s'habituer. Il est vrai qu'après le choc du 21 avril et l'élimination de Lionel Jospin, la défaite d'hier paraît nettement plus supportable. D'ailleurs, le seul député PS de métropole réélu au premier tour est même optimiste. Parmi les 250 députés socialistes du groupe que je préside, ils sont plus de 200 à avoir une chance réelle au deuxième tour de l'emporter. 200 députés, un pari sans doute difficile à réaliser. Lorsqu'il s'agira de traduire les pourcentages du premier tour en nombre de sièges, c'est la droite qui risque bien d'amplifier son succès. C'est une règle d'arithmétique électorale, elle en est même troublante parfois. Avec 34% et plus de 400 sièges, voilà. Vous voyez, j'en bafouille, tellement ça paraît énorme. Empêcher une trop large victoire de l'UMP, ne pas donner les pleins pouvoirs à la droite, pour ce second tour, ce sera donc le mot d'ordre quasi unique du PS. Nous nous souvenons quand même que lorsque la droite a eu tous les pouvoirs, notamment de 1995 à 1997, ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se présentent à nous avec la même politique. François Hollande fait un calcul assez subtil. Convaincu que beaucoup d'électeurs de gauche se sont abstenus hier parce qu'ils ne voulaient pas d'une nouvelle cohabitation, il espère, puisqu'il n'y a plus ce risque, que ces mêmes électeurs iront voter dimanche prochain. Ainsi le PS limiterait les dégâts. Les chiffres précis pour le Parti socialiste, dernière totalisation, 26,67% des voix, y compris les radicaux et les divers gauches, et entre 140 et 170 sièges. Dans une gauche en recul par rapport à 97, le PS limite donc les dégâts, mais la défaillance de ses alliés lui fera perdre vraisemblablement beaucoup de sièges. Une circonscription emblématique de ce point de vue, celle de Martine Aubry dans la banlieue lilloise, traditionnellement à gauche, mais l'ancienne ministre n'est pas du tout sûre d'être élue dimanche prochain. Frédéric Vion, Patrick Wurstor. Au vu de l'affichage, on pourrait croire que Martine Aubry a eu raison de se présenter ici. Contrairement à l'UMP, à l'UDF ou encore au Front National, la socialiste arbore une affiche intacte ainsi qu'un large sourire. Mais à 20 h hier, le sourire disparaît. Martine Aubry récolte 31% et le PC 6%, soit 4 et 6 points de moins qu'en 97 sur la même circonscription. La salle est presque vide, la candidate, il est vrai, est à Paris, sur les plateaux de télévision. De retour dans le Nord cet après-midi, Martine Aubry s'est donc remise de toute urgence à arpenter les cages d'escalier, consciente de risquer son siège. Ça va être pas d'augmentation pour le SMIC comme ils l'ont annoncé, vous avez vu, baisser les impôts des plus favorisés. On recommence la politique de Juppé. En faisant du porte-à-porte, en allant beaucoup sur le terrain avec Martine, on va essayer justement de faire revenir voter au deuxième tour tous les gens qui n'ont pas voté. Et du porte-à-porte, il en faudra à Martine Aubry pour espérer battre le héros surprise de ce premier tour, l'UMP Sébastien Huyghe, qui remporte 21% des suffrages en jouant la proximité. Tout est possible, donc tous ceux qui ont participé à la campagne, qui se sont mobilisés pour ce premier tour, sont heureux de ce résultat et sont d'attaque pour le deuxième tour. Au deuxième tour, Sébastien Huyghe pourra compter de plus sur les 14% de l'UDF, Denis Wattebled. Bien que se réclamant lui aussi de la majorité présidentielle, il n'a pu se maintenir et se retranchait hier dans sa mairie de Léquin, près de Lille. Il a finalement appelé ce matin à voter pour l'UMP. Autre perdant de ce dimanche électoral, le Front National, avec 11,12% des voix précisément. Il perd son rôle d'arbitre et disposerait au maximum dimanche prochain de 2 sièges. Là encore un cas emblématique, celui de Jacques Bompard, seul maire FN d'une grande ville de France, Orange. On le disait favori, il est devancé sur place Florent Muller, Emmanuel Beck. Il est des retards bien difficiles à combler. À un point derrière son adversaire de l'UMP, Jacques Bompard voit s'éloigner ses chances de siéger au Palais Bourbon. Pas vraiment une déception pour ses électeurs, quelque peu résignés. On tire le signal d'alarme et puis voilà, les gens après ils font ce qu'ils veulent. On fait tout un tas de trucs contre le Front National, mais tout qu'on fait, c'était des gens de droite qui tout simplement en ont ras-le-bol, c'est tout. La mairie d'Orange, qui n'apprécie guère les journalistes en général et leurs questions en particulier, n'a pas souhaité réagir aujourd'hui.
Après la fin des dépouillements, Jacques Bompard atteint les 34% des voix. Une progression notable depuis 1997, mais un échec noté des ambitions qu'il affichait à la veille du scrutin. Campagne médiatique, faillite de la Ve République, Jacques Bompard se pose en victime et mise sur les abstentionnistes pour le second tour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, c'est vrai que je vais faire une campagne beaucoup plus dure, hein, parce que manifestement les Français ne se rendent pas compte dans quelle situation dramatique ils sont. Bien décidé à creuser l'écart, Thierry Mariani, le candidat UMP, arpentait dès ce matin les marchés. Il devrait bénéficier du report des voix du candidat de gauche. Une probable victoire qui n'efface pas la forte empreinte du Front National dans le Vaucluse. Et sur la base du premier tour de la présidentielle, on pensait que le FN pourrait se maintenir dans 200 circonscriptions. On est finalement très loin du compte. Voyons les chiffres. Il y aura dimanche prochain 10 triangulaires contre 75 il y a 5 ans et 27 duels opposant un candidat FN à un candidat de droite ou de gauche, soit donc 37 circonscriptions au total où le FN sera présent au second tour. À noter que l'UMP a décidé ce soir de maintenir ses candidats présents lors des triangulaires, même lorsqu'ils sont arrivés en 3e position. C'est le cas dans le Gard ou dans le Rhône. Et puis rappelons que l'autre famille de l'extrême droite, le MNR, dépasse à peine les 1%. Son leader, Bruno Maigret, a été battu à Vitrolles-Marignane. Il est éliminé. Recul du FN donc. Pour le PC, c'est encore une déroute. Il perd la moitié de ses voix par rapport à 97. 4,91% précisément selon le ministère de l'Intérieur. Et selon nos simulations, il n'obtiendrait au maximum que 14 sièges dans la nouvelle Assemblée dimanche prochain. Après le naufrage de la présidentielle, c'est donc un nouveau coup de semonce. Hélène Hugues, Fabrice Dujardin, Jean-Louis Bousser. Il est l'un des 35 candidats communistes rescapés du premier tour. Je viens déposer ma candidature pour le deuxième tour des élections législatives. C'est une formalité. Si le dépôt de candidature n'est qu'une formalité, la bataille du second tour n'en sera pas une. Robéru est en ballottage difficile dans la circonscription d'Argenteuil, talonné par l'UMP Georges Motron. Vous allez y aller là, vous sentez la nécessité. Hein. Comme ses autres camarades communistes, le président du PC croit qu'un sursaut est encore possible dans l'électorat de gauche. Je considère qu'il y a beaucoup de réserves pour ce deuxième tour, notamment dans l'abstention, dans les milieux populaires, et je m'efforce de convaincre qu'il faut vraiment voter pour qu'il y ait à l'Assemblée nationale au moins un contre-pouvoir. Si pour certains sortants comme Maxime Grémetz dans la Somme, Alain Bocquet dans le Nord ou encore Frédéric Dutoit à Marseille, la réélection semble assurée, d'autres sont en position beaucoup plus délicate. C'est notamment le cas d'Alain Clary, député sortant de Nîmes. Dans ces conditions, les communistes auront-ils les 20 élus nécessaires à la formation d'un groupe à l'Assemblée ? Hier soir, malgré les résultats, Marie-Georges Buffet voulait encore y croire. Oui, je garde encore cet espoir ce soir, mais j'attends plus de précision. Mais même s'ils limitent un peu les dégâts dimanche, les communistes n'éviteront pas le débat interne. La direction est mise en cause par certains. La conférence nationale fin juin et le congrès qui suivra risquent d'être houleux. Les Verts maintenant, ils souhaitaient devenir la deuxième force de la gauche. Paris manquait 4,44% des voix et 2 à 7 sièges selon nos simulations. Dominique Voynet à Dole est par exemple en position très difficile. Alban Mikosi, Frédéric Faure. Dominique Voynet sourit, mais elle a le cœur gros. Elle, qui assistait hier soir au dépouillement dans le bureau de vote de son quartier à Dole, sait que la partie s'annonce difficile. 6 points de retard sur son adversaire de droite et bien peu de réserve à gauche. Ce matin, à la Maison Verte, son siège de campagne, ne lui restait plus qu'à espérer un réveil des abstentionnistes dimanche prochain. C'est vrai qu'une participation de 10% de plus nous serait d'un précieux secours pour le deuxième tour. Noël Mamère, en ballottage favorable à Bègle, pourrait se retrouver bien seul pour représenter les Verts au Palais Bourbon. À Paris, Yves Cochet ou Martine Billard ont certes encore quelques chances. Paris, où les reports de voix sont toujours complexes. Dans l'Essonne, Stéphane Pocrin peut compter sur le désistement en sa faveur d'Éric Alphen, ce qui le place non loin de son concurrent RPR. Pour le reste, la situation est grave pour Guy Asquette à Roubaix, désespérée pour Marie-Hélène Aubert à Châteaudun. Enfin, Jean-Luc Benamias, arrivé à Marseille le 16 mai, est reparti hier soir sans atteindre la barre des 12,5% des inscrits. Éliminé au premier tour, il prouve là que le parachutage politique, c'est un peu comme le parachutisme, la chute est parfois brutale.
Enfin, toujours à gauche, l'échec du pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement, 1,19% des voix pour quelques 400 candidats. C'est la survie même de sa formation qui est en question. Alexandre Cara. Je cherche à voir sur Belfort ce que ça donne. Mauvais chiffre pour Jean-Pierre Chevènement. Pour le député de Belfort, réélu depuis presque 30 ans, c'est la désagréable surprise d'un ballottage défavorable. D'autant qu'avec 1% des électeurs au niveau national, c'est le pôle républicain dans son ensemble qui a raté son premier grand rendez-vous politique. Pour Jean-Pierre Chevènement, en politique aussi, c'est la fin d'une époque. C'est la loi du système, c'est une bipolarisation impitoyable qui ne laisse pas de possibilité d'expression pour d'autres forces politiques. Pour les lieutenants de Jean-Pierre Chevènement, c'est encore pire. À Paris, Georges Sarr est éliminé au premier tour. Il a dû s'incliner devant la candidate du PS comme un contre-coup de la présidentielle. L'objectif, s'il était recherché par certains, est atteint. Autrement dit, un des fondateurs du Parti socialiste d'Épinay a été battu ce soir par une candidate socialiste. Pas mieux pour le juge Éric Alphen, candidat pour la première fois dans l'Essonne. Verdict des urnes, avec un peu plus de 10% des voix, lui aussi est éliminé. Autre sortant éliminé sous l'étiquette pôle républicain, Michel Suchot, porte-parole de Jean-Pierre Chevènement, Bernard Seux et Pierre Carassu. Ballottage favorable en revanche pour deux anciens MDC qui avaient pris soin de rester à l'écart du pôle républicain, Jacques de Salangre et Jean-Pierre Michel. Deux précisions encore en ce qui concerne l'extrême gauche d'abord. On enregistre là aussi un net recul. 2,74% des voix selon les totalisations du ministère de l'Intérieur. On est très loin des presque 11% du premier tour de la présidentielle. À noter tout de même que pour la première fois, la Ligue communiste révolutionnaire d'Olivier Besancenot devance Lutte ouvrière d'Arlette Laguillet. Et puis les chasseurs, déception là aussi, 1,64% des voix seulement et aucun candidat au second tour, pas même Jean Saint-Josse. Ce soir, son mouvement appelle à faire barrage aux Verts, au FN et aux promoteurs de la loi chasse, c'est-à-dire la plupart des députés de gauche. Pour terminer ce chapitre politique, on fait le point sur le sort des fils ou filles d'élus qui tentent de prendre la relève. Ils avaient rarement été aussi nombreux. Laurent Hakim. Dans la famille Giscard, je voudrais le fiston. Louis Giscard d'Estaing défend le bastion de papa élu pour la première fois dans le Puy-de-Dôme il y a 46 ans. Grâce au désistement des deux autres candidats de droite, Louis est quasiment sûr dimanche prochain de présenter au patriarche son diplôme de député. Marine, c'est la fille à papa Le Pen, qu'elle appelle président. Fille d'un ancien commando d'Indochine, elle n'a pas mal réussi son parachutage sur Lens. Au deuxième tour pourtant, elle risque de devoir gentiment rentrer à Saint-Cloud pour laisser le socialiste sortant dans son fauteuil. Bonjour. Laurent Dominati, le rescapé d'une famille de la politique. On a déjà oublié le frère Philippe et le père Jacques a décroché l'année dernière, mais papa a tout fait pour éviter l'échec de Laurent dans le centre de Paris au profit du 16e arrondissement. Jacques Chirac était d'accord, mais le député sortant ne l'est pas et le deuxième tour s'annonce comme une bataille à droite plutôt musclée. Les De Gaulle, ce n'est plus une famille, c'est une dynastie. Jean, le petit-fils, défend les couleurs du général dans l'est de Paris. Des campagnes militaires aux campagnes électorales, les De Gaulle se sont habitués au succès. Un succès sur lequel compte Jean dimanche prochain dans la 8e circonscription, après le retrait de son rival d'hiver droite. Olivier Dassault, fils et petit-fils d'avionneur, l'ancien député s'est reconverti un temps dans le son et lumière, mais il devrait récupérer sa voiture à Cocarde dimanche prochain dans l'Oise, grâce au désistement d'une rivale d'hiver droite arrivée 3e. Les législatives, c'est amusant comme un jeu des 7 familles, où les cartes ont quand même l'air d'être déjà distribuées. Changement d'ambiance, changement d'époque. France 2, chaîne de la politique, à suivre après le journal. Mots croisés pour faire vivre la campagne. Bonsoir Arlette Chabot, un débat prestigieux ce soir en direct. Ben oui, vous savez que beaucoup avaient réclamé un débat, un face-à-face avant le deuxième tour des élections législatives. Alors forcément, France 2 l'organise et l'a organisé avec Philippe Douste-Blazy face à Laurent Fabius. Avant ce second tour, donc des élections législatives, il peut se passer beaucoup de choses évidemment cette semaine. Et nous demanderons à l'un et à l'autre comment, selon eux, il faut répondre aux attentes des Français dans tous les domaines, que ce soit bien sûr la sécurité, la violence, le pouvoir d'achat, les impôts, les retraites et même l'environnement, sujet dont on parle assez peu pendant cette campagne. Donc pour ce face-à-face déterminant avant le choix ultime des Français, avant la fin, j'allais dire, de cette saison électorale, on se retrouve évidemment en direct à 20h55 après votre journal, David. Voilà, dans une quarantaine de minutes. À tout à l'heure, Arlette, on sera évidemment avec vous.
L'actualité en France aujourd'hui, c'est aussi le procès de ceux qu'on a appelés les cheminots ripoux. 11 cadres de la SNCF soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux, voitures, argent liquide, contre l'attribution de marchés sur des grands chantiers. Les responsables des entreprises concernées sont eux aussi poursuivis. Compte rendu d'audience, Dominique Verdaillan, Dorothée Cochard. Un train de vie confortable, c'est pour les magistrats le plus flagrant dans ce dossier de corruption qui réunit 19 prévenus. Des cadres de la SNCF, des chefs d'entreprise du BTP et des membres des bureaux d'études. Des voitures de luxe, des motos, des commissions, des bons de caisse, des logements. Les corrupteurs savaient se montrer généreux. En 1995, un rapport de la Cour des comptes dénonce des irrégularités et des anomalies. 46 marchés douteux entre 87 et 93, des surfacturations et pour la SNCF un préjudice de 114 millions d'euros. Une gigantesque corruption mise sur les rails lors des chantiers de la dalle de la gare Montparnasse, du réseau express régional EOL et du TGV Nord. Alors, question récurrente lors de tout procès de corruption, y a-t-il des absents dans la salle d'audience? Il a été dit par des personnes qui sont mises en cause dans ce dossier aujourd'hui que des personnes au-dessus d'eux étaient forcément au courant et étaient entre guillemets eux aussi arrosés, puisque c'est le terme qui vient fréquemment, mais que pour autant l'instruction, les investigations qui ont été menées n'ont pas réussi à le mettre en place. Même regret, même constat du côté de la défense. Le système mis en place faisait que, pour qu'il fonctionne et qu'il perdure, nécessitait que des responsables plus importants que ceux qu'on voit aujourd'hui soient concernés. Le tribunal a 15 jours pour dépioter ce volumineux dossier financier qui, durant 5 ans, fut instruit par l'ex-juge Éric Alfred. À propos de train, attention aux mouvements de grève dans les régions, dans le nord notamment, sur la ligne Paris-Boulogne-Amiens ou Amiens-Lille, et dans le Languedoc-Roussillon aussi. Comme souvent, c'est le passage aux horaires d'été qui provoque la grogne chez les cheminots. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord cette nouvelle incursion israélienne à Ramallah, à la recherche de kamikazes présumés. Ce soir, les accès au QG de Yasser Arafat sont une nouvelle fois bloqués. L'armée a arrêté 27 Palestiniens, y compris le chef du djihad islamique de Ramallah, le djihad qui avait revendiqué les derniers attentats sur le sol israélien. Et pendant ce temps, Ariel Sharon était reçu à Washington par George Bush. Message, entre autres, du Premier ministre israélien, il faut écarter Yasser Arafat. L'ouverture à Rome du sommet mondial de l'alimentation de la FAO. Les représentants de plus de 180 pays sont réunis pour parler de la faim dans le monde ou de la malnutrition. 800 millions de personnes seraient concernées. Il faut passer des paroles aux actes, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, en introduction. Dans le collimateur, les barrières douanières qui pénalisent les exportations des pays pauvres, l'aide publique jugée insuffisante, mais surtout les régimes politiques de ces pays eux-mêmes, minés souvent par la corruption ou la guerre. État des lieux, Claude Sampère. Tu te rends compte, ce petit môme? Regarde-moi ça. Ces images ne sont pas vieilles. Elles ont été tournées par Médecins sans frontières il y a quelques semaines en Angola. Un exemple parmi d'autres des pays qui souffrent de la faim aujourd'hui. En 1996, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, avait promis de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde d'ici 2015. La FAO voulait faire passer le chiffre de personnes sous-alimentées de 840 à 400 millions. Aujourd'hui, le constat d'échec est sévère, il y en a toujours près de 800 millions. En Afrique, bien évidemment, 186 millions, mais aussi en Asie du Sud, 294 millions, en Asie de l'Est et du Sud-Est, 219 millions. L'Amérique latine et le Proche-Orient sont également touchés. Selon les dernières estimations de la FAO, près de 24 000 personnes meurent chaque jour de problèmes liés à l'alimentation. Les Nations Unies ont désigné 3 zones ou pays à traiter en priorité absolue: l'Afrique, l'Afghanistan et la Corée du Nord. 3 lieux où l'on retrouve les principales causes de la faim dans le monde: les guerres, les dictatures et surtout le déséquilibre des échanges nord-sud. Ceux qui ont faim aujourd'hui sont pour les 3/4 des petits paysans extrêmement pauvres. Pour les aider, les pays riches devraient verser 24 milliards de dollars supplémentaires chaque année, et cela, c'est un autre problème. À propos d'échanges et de commerce, la guerre commerciale menace plus que jamais entre l'Europe et les États-Unis. Je vous le disais, l'Union vient d'adopter un plan de riposte contre Washington en augmentant les taxes de 100% sur un certain nombre de produits américains comme les vêtements ou le jus d'orange. Montant global des importations concernées, 380 millions d'euros. Il s'agit de répliquer à la décision de George Bush de surtaxer les importations d'acier pour protéger les producteurs américains, souvent sinistrés. Exemple près de Pittsburgh, envoyés spéciaux Pascal Golomer, Tristan Lebras.
Il n'y aurait pas de ville à Werton si l'aciérie ne s'était pas installée dans la vallée, il y a près d'un siècle. La fabrique, comme on l'appelle encore, incontournable. 13 000 personnes travaillaient ici jusqu'aux années 70. Ils ne sont plus que 3 500, à la fois salariés et actionnaires. Car il y a 15 ans, ils ont racheté leur entreprise à laquelle plus personne ne croyait. Dave Garrett est de cela. Fier d'avoir sauvé son emploi dans une région sinistrée, il sait aussi que la faillite menace face à la concurrence étrangère. Les ouvriers ont bien compris que leur usine était menacée à cause des importations d'acier étranger. Alors les gens se sont mobilisés parce que leur emploi était menacé. Manifestations, pétitions, depuis des années, Mark Liptis milite à la tête du syndicat pour qu'on surtaxe l'acier étranger. Un acier vendu à bas prix parce que selon lui, il est subventionné. George Bush lui a donné raison, mais qu'on ne l'accuse surtout pas de protectionnisme. Que cela soit bien clair, nous croyons en la mondialisation. Nous pensons que c'est une bonne chose pour tout le monde, mais faisons en sorte que le commerce soit équitable. C'est ce que nous essayons de faire avec ces barrières douanières. En ville, on ne sait pas grand-chose de ces nouvelles taxes. On espère seulement qu'elles donneront un petit répit à l'usine et aux derniers commerces qui tentent de survivre dans la rue principale. Chez Paul, le coiffeur, les habitués remarquent surtout que le gouvernement de Washington s'intéresse à leur sort pour la première fois depuis bien longtemps. Eux qui avaient été si déçus par Bill Clinton. Il a mené campagne ici et il a promis toutes sortes de choses. Mais au bout du compte, il n'a rien fait pour nous. Alors je pense que c'est pour ça qu'une majorité de gens ont voté pour Bush, parce qu'ils pensaient qu'il pourrait nous aider, et c'est ce qu'il a fait. Cette usine à laquelle Werton doit tout, y compris le clocher de son église, serait donc sauvée. Mais les barrières douanières seront levées dans 3 ans. Cela laisse le temps aux élus républicains de faire campagne. C'est bien court en revanche pour que la ville trouve de nouvelles raisons d'espérer. En attendant, l'Union européenne se donne encore un mois pour trouver un accord avec les États-Unis sur le sujet, faute de quoi son plan de riposte entrera en vigueur. On reste dans le domaine commercial avec les inquiétudes des producteurs français de feta. Et oui, on en produit en France et beaucoup au Danemark aussi. C'est la fin d'une idée reçue, mais du coup la Grèce proteste. Elle demande à la Commission européenne d'interdire l'utilisation du label feta pour les fromages produits hors de chez elle. Reportage en Lozère, Véronique Gaglione, Pascal Ponce. Ils sont 1 millier sur le bassin de Roquefort, 1 millier d'éleveurs qui profitent aujourd'hui du marché de la feta sans se demander si c'est un fromage grec ou un fromage des côtes d'ici. Ainsi, dans la famille Agré, après 4 générations d'éleveurs de troupeaux à viande, il y a 20 ans, on s'est orienté vers la production de lait de brebis, précisément parce qu'au pays du Roquefort, on venait de découvrir la feta. La production Roquefort saturée, les marchés étaient difficiles ou devenaient difficiles tout simplement. Aujourd'hui, la feta nous a permis de revaloriser notre lait encore mieux, quoi. Et beaucoup plus intéressant, quoi, sûrement. C'est un nouveau débouché, quoi. C'est un nouveau débouché, oui, tout à fait. Ici, c'est la plus grosse production nationale, 12 000 tonnes par an. Et on vend 5 fois plus de cette feta-là en France que de feta grecque. Les producteurs français revendiquent un savoir-faire. Ils pensent même que l'appellation proposée par les Grecs, avec un cahier des charges peu rigoureux, ne va pas dans le sens de la qualité. Ils s'inquiètent surtout d'une appellation qui serait réservée à la Grèce. La feta, c'est un produit, c'est un terme générique qui n'est d'ailleurs pas grec à l'origine. La feta, c'est une tranche de fromage. Donc, comment le consommateur va-t-il reconnaître nos produits si on marque plus feta dessus ? Garder le terme de feta pour tous et donner à la Grèce une appellation régionale, voilà qui serait au goût des producteurs français. Le Conseil européen a 3 mois pour se prononcer. Mais les Grecs sont pressés. Ils craignent que les Turcs et leurs brebis ne viennent réclamer eux aussi une part de leur fromage. Le débat sur la pêche, d'habitude on cherche à protéger les dauphins. Eh bien voici un système qui permet de préserver les pêcheurs des dauphins qui viennent piquer régulièrement le poisson dans les filets. Il s'agit en quelque sorte d'un épouvantail sous-marin. Explication Hélène Vergne. Il mesure une petite dizaine de centimètres, mais il est redoutablement efficace. Fixé au filet de pêche posé au fond des mers, cet émetteur d'ultrasons sous-marins a été conçu pour éloigner les dauphins et préserver ainsi les prises des pêcheurs siciliens. Ces pêcheurs étaient donc victimes de dommages à leurs filets, d'une part, des gros trous dans les filets dus aux dauphins,
Dû aux dauphins, pourquoi? Parce que les dauphins venaient manger les poissons déjà capturés dans les filets, comme s'ils avaient appris à venir se nourrir dans un garde-manger constitué par les filets. Pour la première fois, on a donc cherché à défendre les pêcheurs contre les dauphins, et non les dauphins contre les pêcheurs. Surtout, cet émetteur mis au point par des Anglais il y a 4 ans est totalement inoffensif pour les cétacés, contrairement aux filets dérivants responsables en une année de la mort de plus de 2000 dauphins. À 600 francs l'unité, cette modeste invention est aujourd'hui largement utilisée en mer Méditerranée. Première sortie réussie hier soir dans l'espace pour Philippe Perrin et son collègue chinois Chang Diaz. 7 heures dans le vide. Depuis l'espace, l'impression majeure, c'est celle de la beauté de la Terre, a dit Philippe Perrin. À son retour, nous avons pu dialoguer avec lui en direct de la Station spatiale internationale. Patrice Pelé, André Issora. Philippe Perrin, affectueusement surnommé Pépé par l'équipage de la station, est un homme heureux. Pour son premier vol, il a déjà la chance de sortir dans l'espace. Certains, pour en arriver là, auront dû attendre jusqu'à 3 missions. Le sentiment majeur, c'est effectivement la beauté de la Terre, cette Terre immense qui était sous nos pieds hier. Cette Terre, elle est perdue dans un cosmos noir et hostile. Et c'était vraiment une impression de beauté, mais de beauté à préserver. Question incontournable, quels sont ces pronostics pour demain pour France-Danemark? Réponse depuis l'espace. Bien, mon pronostic, c'est une victoire par au moins 2 buts. On m'a rappelé plusieurs fois la performance de la France. Donc j'attends avec impatience le prochain match. Pendant cette mission, il va mettre en place un immense bras qui circulera le long de la station. Notre homme est donc ingénieur, mais aussi poète. Confidence devant le ministre de la Recherche, François Loos. C'est l'image où le petit prince est porté par un vol d'oiseaux migrateurs. Et c'est l'impression que j'avais hier, c'était vraiment d'avoir des ailes et de voler au-dessus de la terre. Demain, nouvelle sortie pour notre colonel de l'armée de l'air, l'occasion de fêter les 20 ans des Français dans l'espace. Un mot de la situation dans l'Isère suite aux violents orages de jeudi qui ont fait 1 mort. Eh bien, le sinistre va être classé catastrophe naturelle. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le préfet de région aux maires de Massieux et de Saint-Joire en Val-d'Aisne, les communes concernées. Les habitants seront donc plus facilement indemnisés. Le bac, c'est dans 3 jours. Voici une candidate de 57 ans, Janine. Elle s'apprête à passer les épreuves dans la catégorie SMS, sciences médico-sociales, un bac technologique. C'est pour elle un moyen de changer de voie. Après plusieurs petits boulots, Janine souhaite travailler dans le domaine de la santé. Reportage en Indre-et-Loire, près de Châteauroux, Nabila Tabouri, Abdelzouyesh. À première vue, rien de comparable entre Janine et un futur candidat au bac. À première vue seulement. Entre la corvée du bois et les travaux de sa ferme, cette berrichonne de 57 ans doit pourtant trouver le temps pour réviser sa philo. Dès qu'il les possède quelque peu, les animaux usent de leur force. Depuis des années, Janine prend des cours par correspondance. Elle a déjà décroché son brevet des collèges et un BEP. Cette fois, c'est au bac technologique qu'elle s'attaque. Elle sait pourtant qu'elle n'a pas les mêmes chances que les autres candidats. Du point de vue âge, je serais peut-être plus avantagée parce que j'ai une expérience que les jeunes n'ont pas. Mais sinon, au programme scolaire, je suis très désavantagée. Je n'ai pas le programme scolaire ni l'aide des enseignants. C'est ce qui me fait défaut. Première question, l'éducation sanitaire. Janine n'a peut-être pas de professeur pour l'épauler, mais elle a Pierre, son mari. Lui n'a aucun diplôme et il est très fier de l'initiative de sa femme, même si parfois il n'hésite pas à la bousculer. Bon, ben, c'est pas trop mal. Mais il faut que tu commences, que tu revises un petit peu, parce que c'est pas... Pour le moment, elle va faire un boulot d'enfer, elle va travailler, tout ça, mais il y a d'autres moments, elle relâche complètement, on dirait qu'elle est découragée. Alors, je dis, c'est quand même dommage, parce que quand même, ça fait plusieurs années que tu étudies, puis que tu veux tout lâcher. Passer son bac à 57 ans serait-ce une lubie? Pas vraiment pour Janine. Il y avait un manque culturel, quelque part. Quand je regardais la télévision, je séchais sur des sujets. C'est une forme de curiosité qui m'interrogeait. Sans emploi depuis des années, Janine vient d'obtenir un poste en milieu hospitalier. Avec son bac, elle pourra progresser plus rapidement. Bac ou pas bac, c'est bientôt l'été, farniente pour les plus chanceux, mais boulot d'été pour 700 000 autres jeunes qui travaillent
chaque année pour un salaire mensuel moyen de 570 €, quelques 3800 francs. Si vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard. Dans l'hôtellerie ou la restauration, par exemple, on manque de bras. Reportage Martin Gouès, Céline Crespi. De sciences physiques, rien du tout. La même inquiétude que devant des résultats d'examen. Mais dans cette ANPE spécialisée, c'est un job d'été que viennent chercher les étudiants. À 20 jours des vacances, il est urgent de se trouver un petit boulot. On se doute, c'est un peu trop tard, mais bon, c'est l'histoire de la dernière chance, à la dernière minute. Là, j'ai trouvé en Grèce. Donc, Pour faire quoi? n'importe quoi. Ce sera sûrement en salle ou en cuisine. Aujourd'hui, pas question de faire la fine bouche, les bonnes places sont prises depuis le mois de janvier. Un secteur peut encore sauver les retardataires, l'encadrement des enfants, c'est un emploi sur 3 l'été. Mais là, il y a un sésame, le brevet d'animateur. Heureusement, j'ai le BAFA, donc si je veux faire de l'animation, je peux, mais sinon, par distribuer des prospectus ou faire des enquêtes par téléphone, j'ai pas beaucoup de perspectives. Autre secteur à la recherche de saisonniers, la restauration, surtout pour le service. Les patrons y voient un moyen d'éveiller des vocations. À travers les périodes de saison et hors saison, ils reviennent chez nous travailler régulièrement, ils me servent d'extra aussi. Cela me permet justement de pouvoir juguler ce manque de personnel qui est criant dans la profession. Des premiers pas en entreprise qui serviront à payer ses études en septembre prochain ou bien à partir en vacances. Football, le mondial, vous ne pouvez pas ne pas être au courant, c'est l'heure de vérité qui approche pour les Français. Il faut battre le Danemark demain matin et avec au moins 2 buts d'écart, sinon ce sera l'élimination. Le dernier entraînement des Bleus avec Zidane, reportage de nos envoyés spéciaux Florent Gautreau, André Germain. La pluie qui s'est invitée ce soir en Corée n'a pas douché le bonheur de Zidane. Il a disputé son 3e entraînement collectif en restant toutefois très prudent, notamment sur les frappes du pied gauche. Zidane va donc jouer, mais il ne sera pas à 100% pour le match le plus important des Bleus depuis 2 ans. La France va se rapprocher de son trophée ou va s'en éloigner définitivement. C'est aussi une finale. Chaque match qui passe pour la France maintenant est une finale en soi. Il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il a encore une motivation de jeune premier. De Sailly à l'enthousiasme communicatif à quelques heures d'un rendez-vous à haut risque. Le problème, c'est que l'enthousiasme ne suffira pas, car depuis le début du mondial, l'équipe de France est redevenue une équipe comme une autre, dont le capitaine analyse déjà l'éventuel échec. Ce sera quoi qu'il arrive par la fin d'un cycle, la qualité elle est là, je veux dire, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, les jeunes sont présents, je veux dire, c'est pas la fin d'un cycle, c'est un échec précis, ponctuel de l'équipe collective et non pas individuellement collective, et voilà quoi. Donc, et si vous voulez plus de questions sur l'échec. Il n'y a plus qu'une incertitude, elle concerne la défense centrale. Du côté des joueurs, on sent une préférence pour le tandem de Sailly-Thuram, mais le sélectionneur, lui, laisse planer le doute sur la participation de Philippe Christenval. Si c'était le cas, la pression serait énorme sur ce jeune joueur de 23 ans qui ne compte que 4 sélections. Le Danemark est une équipe bien connue des Français et elle leur a plutôt porté chance. Rappel des dernières rencontres, les plus récentes, Manuel Tissier. L'amitié franco-danoise fête demain ses 18 ans. En ouverture de l'Euro 84, Platini marque le seul but de la rencontre et trace la voie des Bleus vers la première coupe de leur histoire. 1992 en Suède finit de rire. Michel Platini est cette fois sélectionneur. Le Danemark prive la bande à Papin de 2e tour. 2-1 pour les Danois et au bout de la compétition, c'est au tour des Scandinaves de payer leur coupe. Retrouvailles à Lyon, au cœur de l'été 98. La France boucle son premier tour avec un nouveau succès devant son partenaire danois. Emmanuel Petit marque le but de la victoire 2-1. Encore une fois, l'histoire se termine sur une tribune avec un trophée et des sourires. Le dernier épisode est vieux de 2 ans. La France est championne d'Europe au terme d'un parcours exceptionnel. Et sur le chemin du triomphe, les Bleus ont encore croisé le Danemark. En début de compétition, les Français s'imposent 3-0. Un score idéal demain pour poursuivre l'aventure et le rêve d'un déjeuner sur l'herbe autour d'une dernière coupe. Les autres matchs de la journée, de cette journée, le Portugal se retrouve, la Corée du Sud et les États-Unis se neutralisent. Christophe Duchiron. En raison de la pluie qui tombait à grosses gouttes et à défaut de parapluie, les joueurs n'ont pas eu de mal à mouiller le maillot. Car il a plu à seau, il a plu des cordes et des buts. Et au vu du match, une remarque, les Polonais n'aiment pas l'eau, ce qui pose un petit problème quand la défense est perméable.
Paoletta a ouvert le score en première période. Le Portugal mène 1-0 à la mi-temps dans la tribune. Aimé Jacquin a mis un ciré transparent. En deuxième période, Paoletta marque une deuxième fois. Et pour un peu, on dirait que sur le terrain, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. D'autant qu'un peu plus tard, Paoletta inscrit son troisième but de la soirée, ce qui n'est pas un mince exploit. Le Portugais Rui Costa ajoutera un quatrième but. Après un premier match raté, le Portugal a retrouvé des couleurs et sous le déluge, c'était du délire. Dans le groupe H, sur le gazon japonais et au soleil, le Belge Wilmots ouvre le score face à la Tunisie après 13 minutes de jeu. Mais à peine le temps de mener 1-0 et les Diables belges déchantent. La faute à Raoul Bouzaïen, le Tunisien, qui égalise d'un coup franc magnifique, score final, 1-1. Pas de politique, juste du football, disent les supporters américains. Ça n'a rien à voir avec nos législatives, mais avec les relations diplomatiques entre les USA et la Corée. L'Américain Matisse a marqué en première mi-temps, et au passage on notera que chaque matin il se coiffe avec une roue de mobilette. Les Coréens égalisent en fin de match, grâce à Young-Wan. Fou de joie, il va rendre hommage en patinant à l'un de ses compatriotes patineurs, injustement disqualifié, paraît-il, au profit d'un Américain, lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver. Conclusion, 1-1 la balle au centre. Oui, anecdote, mais l'ambiance était vraiment tendue à l'occasion de ce match. Et juste avant la partie, des incidents ont éclaté dans cette banlieue de Séoul. Quelques 300 manifestants hostiles aux États-Unis se sont heurtés aux forces anti-émeutes déployées dans la capitale sud-coréenne. Du cinéma avec la sortie demain soir, mardi, de Spider-Man. Vous connaissez sans doute les aventures de cet homme mordu par une araignée qui se découvre des pouvoirs surnaturels. C'est une adaptation bien entendu de la célèbre bande dessinée. Le film a déjà battu quelques records aux États-Unis. Pascal Deschamps. 40 ans, pas un de moins que les fans de l'homme araignée attendaient ce moment. Une adaptation cinématographique réussie de la bande dessinée après plusieurs tentatives, qualifiées de ridicule. Problème de droit, bagarre de studio, histoire de gros sous. Des réalisateurs pressentis comme James Cameron, Monsieur Titanic, puis congédiés. C'est finalement un authentique fan de la BD, Sam Raimi, qui a remporté le morceau. Quant au rôle titre, c'est l'inattendu Tobey Maguire, spécialiste des films d'auteur, qui l'a décroché. On n'est pas tous destinés à changer le monde. Mais pour moi, mener une vie ordinaire n'est plus vraiment envisageable. Sam Raimi me voulait absolument et c'était plutôt sympa. Mais les studios étaient plus qu'hésitants. Il a fallu que je passe une audition en juste au corps pour une scène d'action et comme j'étais plutôt en bonne condition physique, je me suis mis torse nu, j'ai fait la scène comme ça et voilà. À quoi ça tient? Le succès plutôt phénoménal du film, lui, tient certainement à la réussite des scènes d'action. Grâce au numérique, aujourd'hui, le travail d'un réalisateur est proche de celui du dessinateur de bande dessinée. Mais il n'y a pas que ça. Qui n'a pas imaginé un jour revêtir un collant moulant pour sauver le monde? Spider-Man, c'est un rêve de gosse réalisé par procuration, celui de l'invincibilité. Après un certain 11 septembre à New York, ce rêve est sans doute devenu le rêve de toute une nation. Attaquer New York, c'est nous attaquer tous, dit d'ailleurs la foule au héros masqué. Un dernier détail, après le retrait de la bande-annonce où l'on voyait les Twin Towers, elles sont tout de même dans le film. Une image subliminale, plus qu'un clin d'œil, un symbole. Fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, 21h, donc spécial mots croisés, Arlette Chabot pour le grand débat de l'entre-deux tours, entre Laurent Fabius et Philippe Douste-Blazy, minuit 10, journal de la nuit, Laurence Piquet, Télématin dès 6h30, Roland Sicard recevra dans les 4 vérités Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. On se quitte avec...